Les personnes âgées sont considérées comme plus pondérées et moins susceptibles de commettre des crimes violents. Mais les crimes de ces personnes vous choqueront au plus haut point. Cet accusé a enfermé des gens dans sa cave pour pouvoir goûter à leurs testicules. Et ce couple a partagé un baiser amoureux après qu'un juge l'a condamné à la prison à vie pour meurtre. Attendez de voir les autres réactions. À partir de... Alex Murdaugh. Alex Murdaugh a appelé le 911 à 22h07 pour signaler qu'il avait trouvé les corps sans vie de sa femme, Margaret, et de son fils, Paul, près du chenil de la famille, sur leur vaste domaine de chasse, dans le comté rural de Colton. Sa voix tremblait lorsqu'il a dit au répartiteur « Je suis parti. Je viens de revenir. » Les autorités sont rapidement arrivées sur les lieux, et les avocats de Murdaugh ont par la suite fourni un alibi, affirmant qu'il était ce jour-là avec sa mère, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, et son aide-soignante. Le médecin légiste a révélé que Margaret et Paul souffraient tous deux de multiples blessures par balle, l'heure estimée du décès se situant entre 21h et 21h30. L'enquête sur les meurtres a d'abord donné peu de détails, et aucun suspect ou personne d'intérêt n'a été nommé. Cependant, l'affaire a pris une tournure étrange le 4 septembre 2021, lorsque Murdaugh a été blessé lors d'une fusillade sur le bord de la route dans le comté de Hampton. Son avocat, Jim Griffin, a affirmé que le SUV Mercedes-Benz noir de Murdaugh avait un pneu crevé et que lorsqu'il s'est arrêté, une camionnette est passée, a fait demi-tour et quelqu'un à l'intérieur a ouvert le feu. Les autorités ont par la suite décrit la blessure de M. Murdaugh comme une blessure superficielle à la tête et il a été transporté par avion au Memorial Health University Medical Center de Savannah, en Géorgie, pour y être soigné. Le lendemain, Murdaugh a publié une déclaration publique annonçant sa démission du cabinet d'avocat familial pour entrer en cure de désintoxication, admettant qu'il avait pris beaucoup de décisions que je regrette vraiment. Quelques heures plus tard, son cabinet l'a accusé d'avoir détourné des fonds de la société. Le 8 septembre, la Cour suprême de Caroline du Sud a suspendu pour une durée indéterminée la licence d'avocat de Murdaugh. L'enquête a pris une autre tournure choquante le 14 septembre, lorsque les autorités ont révélé que Murdaugh aurait demandé à un homme de le tuer pour que son fils aîné, Buster, puisse toucher une police d'assurance vie de 10 millions de dollars. L'homme, Curtis Edward Smith, a été arrêté pour assistance au suicide, coups et blessures graves, mise en joue et présentation d'une arme à feu, fraude à l'assurance et association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude à l'assurance. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, des détails plus troublants sont apparus. Les enquêteurs de l'État ont ouvert une enquête criminelle sur la mort de Gloria Satterfield, une femme de ménage de longue date de Murdaugh, décédée en 28 à la suite d'un accident de chute dans la maison familiale. Murdaugh a été accusé d'avoir orchestré un règlement secret de 4,3 millions de dollars à la suite de son décès, sans qu'aucune somme ne soit versée à ses héritiers. Le 14 octobre 21, Murdaugh a été arrêté en Floride à sa sortie d'un centre de désintoxication. Il devait répondre de 2 chefs d'accusation pour avoir obtenu des biens sous de faux prétextes. Entre-temps, Smith est apparu dans l'émission Today de NBC, contestant le fait qu'il ait été un complice volontaire dans la fusillade de septembre sur le bord de la route. Il a affirmé que Murdaugh avait une arme et semblait sur le point de se tirer dessus lorsque Smith est intervenu, provoquant le tir accidentel de l'arme. Les preuves de plus en plus nombreuses et les rebondissements étranges de l'affaire culminent le 14 juillet 2022, lorsqu'un grand jury inculpe Alex Murdaugh de double meurtre en relation avec la mort de sa femme et de son fils. Cette inculpation marque le début d'un procès long et sensationnel qui va captiver la nation. Le procès d'Alex Murdaugh s'est ouvert le 23 janvier 23 au palais de justice du comté de Colton. La salle d'audience était bondée de spectateurs, de médias et d'experts juridiques, tous impatients d'assister à la procédure de cette affaire très médiatisée. La sélection du jury a eu lieu et le procès a bientôt commencé. Dans leur déclaration d'ouverture, les procureurs de l'État ont affirmé que Murdaugh avait tué sa femme, Margaret, et son fils, Paul, à bout portant avec un fusil de chasse et une carabine de type AR. Ils ont promis de présenter des preuves médico-légales qui démontreraient clairement la culpabilité de Murdaugh. La défense, quant à elle, a insisté sur le fait que le dossier de l'accusation reposait sur des théories et des conjectures, arguant qu'il y avait de nombreuses failles dans leur récit. L'une des preuves les plus accablantes présentées par l'accusation est une vidéo inédite extraite du téléphone de Paul Murdaugh. La vidéo, enregistrée peu avant les meurtres, montre 3 voix en arrière-plan. Des témoins ont déclaré que les voix appartenaient à Alex, Paul et Margaret, plaçant Alex sur la scène du crime et mettant à mal son alibi selon lequel il n'avait pas vu sa femme et son fils dans les instants précédant leur mort. Tout au long du procès, l'accusation a méticuleusement exposé ses arguments, en présentant des preuves médico-légales, des témoignages et des analyses d'experts. Ils ont affirmé que le motif des meurtres de Murdaugh
était d'attirer la sympathie et d'échapper à la responsabilité de sa série de délits financiers. La défense a rejeté ce motif avec véhémence, se demandant pourquoi Murdo aurait détourné une enquête financière pour éviter d'être examiné, pour se retrouver au milieu d'une enquête sur un meurtre. Alex Murdo a été reconnu coupable de meurtre dans la mort de Margaret et de Paul. Le jury l'a également reconnu coupable de 2 chefs d'accusation pour possession d'une arme lors d'un crime violent, ce qui lui vaut 5 années d'emprisonnement supplémentaire. Le juge l'a condamné à 2 peines de prison à vie consécutives pour ces meurtres. Lors de l'audience de détermination de la peine, le juge Clifton Newman a réprimandé Murdo pour son manque apparent de conscience et son comportement hypocrite dans la salle d'audience. Malgré les preuves accablantes et le verdict de culpabilité, Murdo a continué à clamer son innocence. Ses avocats ont annoncé leur intention de faire appel de la condamnation. Le cas suivant est celui d'un vieil homme à l'allure frêle que l'on fait entrer dans la salle d'audience, mais qui est l'un des tueurs en série les plus célèbres et les plus insaisissables de l'histoire des États-Unis. Joseph DeAngelo. Joseph James DeAngelo était autrefois un policier de confiance en Californie. Mais derrière l'insigne et l'uniforme, il cachait un sombre secret. DeAngelo, qui sera plus tard connu sous le nom de Golden State Killer, a mené une double vie qui a semé la terreur et la dévastation dans tout l'État au cours des années 70 et 80. Le règne de terreur de DeAngelo a commencé en 1975 et s'est poursuivi jusqu'en 1986. Au cours de cette période, il a commis au moins 13 meurtres et de nombreux viols, instillant la peur dans le cœur des Californiens. Ces crimes se caractérisent par leur brutalité et l'audace avec laquelle ils sont perpétrés. Le modus operandi de DeAngelo consistait à s'introduire dans les maisons, souvent en pleine nuit, et à attaquer ses victimes au moment où elles étaient le plus vulnérables. L'une de ses premières victimes connues est Claude Snelling, un professeur de journalisme qui a été assassiné en 1975 alors qu'il tentait d'empêcher DeAngelo d'enlever sa fille, Elizabeth Hupp. Cet incident tragique n'est que le début d'une série de crimes horribles qui s'étaleront sur plus d'une décennie. La capacité de DeAngelo à échapper à la capture pendant si longtemps lui a valu le surnom de tueur de l'État d'or, un nom qui allait devenir synonyme de peur et d'effroi. Le nombre de maisons qu'il a envahies, 120 au total, montre l'étendue de sa dépravation et l'impact de ses crimes. Ce n'est que le 24 avril 28 que la percée a finalement eu lieu. Les enquêteurs ont utilisé une nouvelle technique faisant appel à l'ADN familial provenant de sites web commerciaux de généalogie pour retrouver DeAngelo et le traduire en justice. L'arrestation de Joseph DeAngelo a marqué un tournant dans l'affaire, mais elle a également mis en lumière toute l'étendue de ses crimes. En juin 22, DeAngelo a avoué 13 meurtres et 13 viols dans le cadre d'un accord de plaidoyer qui lui a évité la peine de mort. Il a également admis publiquement des dizaines d'autres viols pour lesquels il y avait prescription. L'ampleur de ses crimes et la douleur qu'il a infligée à ses victimes et à leurs familles sont presque inimaginables. Le procès de Joseph DeAngelo, le tueur de l'État d'or, a été un événement capital qui a captivé la nation. Après des décennies de peur et d'incertitude, les victimes et leurs familles ont enfin eu la possibilité de confronter l'homme qui leur avait causé tant de souffrance. La salle d'audience était remplie d'un air d'anticipation et d'émotion brute lorsque la procédure a commencé. En raison de la pandémie de coronavirus, le procès s'est déroulé dans une salle d'audience improvisée à l'intérieur d'une salle de bal de l'Université d'État de Sacramento. Ce cadre a permis une distanciation sociale, garantissant que les victimes et leurs familles puissent assister au procès en toute sécurité. Ces excuses inattendues ont laissé de nombreuses personnes stupéfaites dans la salle d'audience, mettant en doute la sincérité de ces remords. Les victimes et leurs familles ont témoigné à la barre de leurs expériences horribles et de l'impact durable des crimes de DeAngelo. Elizabeth Hupp, la fille de Claude Snelling, qui a été assassinée alors qu'il tentait de la protéger, a raconté la nuit où son père a été tué. Le juge Michael Bowman, qui a présidé la sentence, a reconnu l'impact profond des crimes de DeAngelo sur les victimes et leurs familles. Il a déclaré qu'il n'avait pas le pouvoir de déterminer le type de prison dans lequel DeAngelo serait envoyé, mais il a précisé que les survivants s'étaient exprimés. La condamnation de Joseph DeAngelo à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, marque la fin d'un chapitre sombre de l'histoire de la Californie. Le cas suivant est celui d'un cannibale qui a mutilé un homme pour connaître le goût de ses organes génitaux. Mark Latunsky. La veille de Noël de l'année 1920, Kevin Bacon, âgé de 25 ans, a disparu, laissant sa famille et ses amis dans un état d'inquiétude croissante. Kevin, jeune homme dynamique à l'avenir prometteur, avait prévu de passer le matin de Noël avec ses proches. Lorsqu'il ne s'est pas présenté pour le petit déjeuner, sa famille a compris que quelque chose n'allait pas du tout. Ils ont signalé sa disparition, déclenchant une série d'événements qui allaient conduire à l'une des découvertes les plus horribles de l'histoire récente. Le colocataire de Kevin a fourni une information cruciale aux enquêteurs.
Il a révélé que Kevin était allé rencontrer un homme avec lequel il s'était connecté sur l'application de rencontre Grindr la nuit précédente. Cela a conduit les autorités au domicile de Mark Latunsky, dans le comté de Shiawassee, dans le Michigan. Cette maison apparemment ordinaire allait bientôt devenir l'épicentre d'une scène de crime macabre. Lorsque les enquêteurs sont arrivés au domicile de Latunsky, ils n'étaient pas préparés aux horreurs qui les attendaient à l'intérieur. La scène qu'ils ont rencontrée dépassait leur pire cauchemar. Le corps sans vie de Kevin Bacon a été retrouvé nu, suspendu au plafond, la tête en bas. Mark Latunsky, un homme ayant des antécédents de troubles mentaux, a admis à la police qu'il avait poignardé Kevin, lui avait tranché la gorge et l'avait ensuite pendu avec une corde au chevron. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Latunsky a avoué avoir coupé une partie des organes génitaux de Kevin et l'avoir mangé. L'enquête sur la disparition puis le meurtre de Kevin a révélé des détails encore plus troublants. La police a noté que Kevin semblait être au courant de l'implication de Latunsky dans des fétiches sexuels violents. Cela a fait craindre que d'autres personnes aient pu être blessées par Latunsky. L'affaire a pris une tournure encore plus sombre à mesure que la possibilité d'autres victimes se profilait à l'horizon. L'un des voisins de Latunsky, Michael Parks, a raconté une rencontre terrifiante qu'il a eue un mois avant le meurtre de Kevin. En novembre, Michael Parks a été surpris par un homme couvert de sang qui frappait à sa porte en criant à l'aide. L'homme était complètement paniqué et disait « Il veut me faire du mal, il veut me faire du mal ». Quelques instants plus tard, Mark Latunsky est apparu, vêtu d'une jupe en cuir, la poitrine ceinturée, sans chaussures ni chemise. Parks a décrit Latunsky comme un gentleman à l'allure très bizarre, avec une barbe tressée. La police de l'État du Michigan est arrivée rapidement et a emmené l'homme en sang, mais aucune charge n'a été retenue contre Latunsky pour cet incident. En octobre 2019, un homme s'est échappé du sous-sol de Latunsky. Un homme inquiet qui l'a vu à l'arrêt de bus a appelé le 911. 6 semaines plus tard, le 25 novembre 2019, un autre homme a appelé le 911 et a déclaré qu'il essayait de s'enfuir d'un homme qu'il avait ligoté dans son sous-sol. Le procès de Mark Latunsky a débuté dans la crainte et l'anticipation. La communauté, encore sous le choc des détails macabres du meurtre de Kevin Bacon, a suivi de près le déroulement de la procédure judiciaire. Latunsky était accusé de meurtre ouvert et de déterrement et mutilation de cadavres. La tension régnait dans la salle d'audience à mesure que les détails horribles du crime étaient dévoilés. En septembre 22, Mark Latunsky a plaidé coupable, épargnant à la communauté l'épreuve d'un long procès. Son aveu de culpabilité a apporté un mélange de soulagement et de tristesse à la famille de Kevin Bacon. La douleur de revivre les détails au tribunal leur a été épargnée, mais la réalité de leur perte n'en a pas été moins dévastatrice. Le 15 décembre 22, Latunsky a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Le cas suivant est celui d'un couple nazi qui avait pour mission divine de débarrasser le monde des agresseurs d'enfants. Jeremy et Christine Moody. Jeremy et Christine Moody, un couple du comté d'Union, en Caroline du Sud, sont devenus tristement célèbres pour leurs crimes odieux. Leur histoire est celle de l'extrémisme, de la haine et du meurtre de sang-froid. Les Moody n'étaient pas un couple ordinaire. Ils étaient profondément enracinés dans une idéologie suprématiste blanche qui a alimenté leurs actes violents. Jeremy Moody, un homme au passé trouble, a longtemps été associé à des groupes extrémistes. Ses convictions étaient radicales et il exprimait souvent son mépris pour ceux qu'il jugeait indignes. Christine Moody, sa fidèle épouse, partageait ses opinions et se tenait à ses côtés contre vent et marée. Ensemble, ils formaient un dangereux duo, animé par un sens tordu de la justice. Les activités criminelles des Moody ont culminé avec un double meurtre brutal qui a choqué la nation. Le 21 juillet 23, ils ont jeté leur dévolu sur Charles Parker, un délinquant sexuel enregistré, et sa femme, Gretchen Parker. Les Moody pensaient avoir pour mission de débarrasser le monde d'individus comme Charles Parker, qu'ils considéraient comme un fléau pour la société. Ce jour-là, les Moody se sont présentés à la résidence des Parker, sous prétexte d'avoir besoin d'une assistance automobile. Leur plan avait été minutieusement élaboré et ils ont pu pénétrer dans la maison sans éveiller les soupçons. Une fois à l'intérieur, les Moody ont révélé leurs véritables intentions. Armés d'une arme à feu et d'un couteau, ils ont attaqué Charles et Gretchen Parker. La scène à l'intérieur de la maison des Parker n'était rien de moins qu'un cauchemar. Les murs et le sol étaient couverts de sang, pendant que les Moody menaient leur attaque brutale. Jeremy Moody, dans une démonstration de haine qui fait froid dans le dos, a crié à Charles Parker « Je me fiche de ce que tu me fais, mais tu es un pédophile et tu vas mourir ». Christine Moody, tout aussi froide, a participé à l'attaque sans aucune pitié pour ses victimes. Après les meurtres, les Moody ont fui les lieux, laissant derrière eux une traînée de sang et d'horreur. L'enquête sur le crime a rapidement conduit les autorités au couple. Des images de surveillance du quartier ont filmé leur véhicule et des témoins ont déclaré les avoir vus près de la scène de crime.
Les images montrent la voiture des Moody et leurs tatouages distinctifs. Jeremy Moody avait les mots White Power et Skinhead sur la tête, tandis que Christine Moody avait une croix gammée sur la poitrine. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, de nouveaux détails sur les antécédents des Moody et leurs opinions extrémistes ont été révélés. Ils étaient membres d'un groupe suprématiste blanc et avaient un passé de rhétorique violente. Leurs actes étaient motivés par une haine profonde et un désir d'imposer au monde leur sens tordu de la justice. Le procès de Jeremy et Christine Moody a fait sensation dans les médias, attirant l'attention de tous en raison de la nature choquante de leurs crimes et de leurs croyances extrémistes. Au cours du procès, l'accusation a présenté une montagne de preuves contre les Moody. Des images de surveillance ont montré leur véhicule près de la résidence des Parker le jour des meurtres. L'accusation a dressé le portrait d'un couple animé par la haine et le désir d'imposer au monde son sens tordu de la justice. Elle a souligné l'affiliation des Moody à un groupe suprématiste blanc et leurs antécédents en matière de rhétorique violente. L'équipe de la défense a tenté de faire valoir que les Moody avaient agi par un sens de la justice mal placé, mais ces arguments sont tombés à plat. Le jury n'a pas été influencé par les arguments de la défense et n'a délibéré que quelques heures avant de rendre un verdict de culpabilité. Jeremy et Christine Moody ont été reconnus coupables de plusieurs chefs d'accusation, notamment de meurtre au premier degré, d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre et de possession d'une arme lors d'un crime violent. Les Moody ont plaidé coupables de tous les chefs d'accusation le 6 mai 2014 en échange de 2 peines de prison à vie consécutives sans possibilité de libération conditionnelle. Dès que le juge a prononcé les peines pour chacun d'entre eux, ils ont changé d'attitude. Alors que Christine Moody quitte la salle d'audience, Christine Moody a déclaré aux journalistes que le meurtre de Charles Parker avait été le plus beau jour de sa vie et qu'elle aurait souhaité qu'ils en tuent davantage. Jeremy Moody a déclaré qu'ils avaient eu ce qu'ils méritaient et qu'il était fier de ce qu'il avait fait. Il est peu probable qu'ils se revoient ou qu'ils revoient leurs enfants. Il est également peu probable qu'ils revoient leurs autres victimes, qui ont peut-être échappé de peu à la mort. Vient ensuite le cas de Sandra Lane, qui a tiré 11 fois sur son petit-fils. Sandra Lane. Sandra Lane, 75 ans, enseignante à la retraite de West Bloomfield, Michigan, s'est retrouvée au centre d'une affaire tragique et choquante lorsque Jonathan Hoffman, son petit-fils de 17 ans, a emménagé chez elle et son mari Fred Lane, 87 ans. Les parents divorcés de Jonathan avaient redéménagé en Arizona, le laissant terminer ses études secondaires dans le Michigan. Sa sœur cadette, Jessica, subissait un traitement pour une tumeur au cerveau en Arizona, ce qui ajoutait au stress de la famille. Dans un premier temps, la vie du ménage Lane semble gérable. Cependant, au début des années 22, les problèmes commencent à se faire sentir. Jonathan a commencé à se droguer, ce qui a marqué le début d'une spirale descendante. En mars, il a été hospitalisé après avoir ingéré des champignons hallucinogènes. La police fouille sa voiture et découvre d'autres drogues, ce qui l'inculpe de possession de stupéfiants. La situation s'est aggravée au début du mois d'avril lorsque la police a trouvé d'autres drogues dans sa voiture, ce qui a donné lieu à une nouvelle inculpation. Le comportement de Jonathan devenant de plus en plus erratique, la tension au sein du foyer Lane est montée d'un cran. Selon les témoignages recueillis lors du procès de Sandra Lane, Jonathan est devenu de plus en plus violent au cours des mois qui ont précédé sa mort. Il a brisé des écrans d'ordinateur, enfoncé des portes et créé une atmosphère de peur et d'instabilité. Quelques semaines avant l'incident fatal, Sandra Lane a appelé le 911 pour signaler que son petit-fils était incontrôlable. La police est arrivée pour calmer la situation, mais les problèmes sous-jacents n'ont pas été résolus. Dans une tentative désespérée de se protéger, Sandra Lane a demandé un permis de port d'armes le 18 avril 22. Elle a acheté un Glock 9 mm le 27 avril, espérant qu'il lui procurerait un sentiment de sécurité. Cependant, cette décision s'est avérée fatale par la suite. Le matin du 18 mai 22, Jonathan a subi un dépistage de drogue ordonné par le tribunal et a été testé positif au Spice, une marijuana synthétique. Les résultats du test l'ont poussé à bout. Il a crié sur sa grand-mère, refusant d'aller en prison pour l'accusation de drogue. La dispute s'est envenimée et, dans un moment de peur et de désespoir, Sandra Lane a pris une décision qui allait changer leur vie à jamais. En l'espace de 10 minutes seulement, Sandra Lane a tiré 6 fois sur Jonathan Hoffman, le traquant à l'étage et au rez-de-chaussée de leur immeuble de standing. Le procès de Sandra Lane a été une affaire dramatique et émotionnelle qui a captivé la nation. Le 19 mars 23, Sandra Lane a été reconnue coupable de meurtre au second degré pour la mort par balle de son petit-fils, Jonathan Hoffman. Au cours du procès, l'accusation a brossé un tableau effrayant des événements qui ont conduit à la mort de Jonathan. Elle a présenté un appel angoissant de Jonathan au 911, dans lequel il dit à l'opérateur que sa grand-mère lui a tiré dessus. Il a dit « Je vais mourir », puis Lane a tiré une nouvelle fois sur lui, dans un bruit de coups de feu.
L'accusation a soutenu que les actions de Lane étaient délibérées et calculées, soulignant le fait qu'elle avait traqué Jonathan dans toute la maison, lui tirant dessus 6 fois en l'espace de 10 minutes. La défense, menée par l'avocat Jérôme Sabota, a soutenu que Lane avait agi en état de légitime défense. Ils ont affirmé que Jonathan était devenu de plus en plus violent et que Lane craignait pour sa vie. Contre sa thèse de la légitime défense, son mari a témoigné qu'il n'avait aucune idée qu'elle avait une arme à la maison. Malgré les arguments de la défense, le jury a déclaré Lane coupable de meurtre au second degré. Le 18 avril 23, la juge Denise Langford Morris a condamné Lane à une peine de 20 à 40 ans de prison, soit une condamnation à perpétuité pour cette grand-mère de 75 ans. Alors que Lane était assise, tremblante, dans sa tenue de prison orange, le juge lui a demandé pourquoi elle n'avait pas appelé la police ou quitté la maison ce jour-là. « Pourquoi avez-vous continué à lui tirer dessus? Et comment avez-vous continué à le faire? Vous n'étiez pas obligé de continuer à lui tirer dessus », a déclaré le juge. La condamnation a suscité un mélange d'émotions au sein de la famille. La mère de Jonathan, Jennifer Hoffman, a parlé en pleurant du lien spécial qu'elle partageait avec son fils et des événements marquants auxquels elle n'assisterait jamais, comme la remise de son diplôme de fin d'études secondaires et la naissance de ses propres enfants. Elle a demandé à la Cour de prononcer une peine sévère, soulignant la terreur que son fils a dû ressentir alors qu'il était en train de mourir. À l'extérieur de la salle d'audience, Jennifer Hoffman, souriant à une horde de journalistes et de caméras, a qualifié sa mère de narcissique et de menteuse. Elle a regretté de ne pas avoir vu les signes de la méchanceté de Lane avant de lui laisser son fils. La condamnation a laissé la famille encore plus fracturée, avec des blessures profondes qui ne guériront peut-être jamais. Le cas suivant est celui d'un général de guerre imbu de sa personne qui a refusé d'accepter la décision du tribunal. Slobodan Praljak. Slobodan Praljak s'est engagé dans l'armée croate et a rapidement gravi les échelons jusqu'à être promu général de division. En 1993, il est devenu le commandant de l'état-major principal des forces de défense croates de Bosnie, connu sous le nom de HVO. Cette position l'a placé au centre de certains des conflits les plus brutaux de la guerre de Bosnie, qui s'est déroulée de 1992 à 1995. La guerre de Bosnie a été un conflit complexe et sanglant, impliquant les Serbes, les Croates et les musulmans de Bosnie. Bien que les Croates et les musulmans de Bosnie aient été initialement alliés contre les Serbes de Bosnie, ils se sont retournés les uns contre les autres pendant une période de 11 mois. La ville de Mostar a été le théâtre des combats les plus violents, des atrocités ayant été commises de part et d'autre. Praljak, en tant que chef militaire de haut rang, a été impliqué dans de nombreux crimes de guerre au cours de cette période. Informé que des soldats rassemblèrent des musulmans à Prozor au cours de l'été 1993, Praljak n'a fait aucun effort sérieux pour mettre fin à cette action. Il n'a rien fait non plus pour empêcher les meurtres planifiés, les attaques contre les membres d'organisations internationales et la destruction du vieux pont historique de Mostar et de ses mosquées. Ces actions, ou l'absence d'action, constitueront plus tard la base des accusations portées contre lui. Après les guerres, Praljak se reconvertit dans les affaires, mais son passé ne tarde pas à le rattraper. En 2004, il se rend au tribunal de la Haye, où il bénéficie d'une libération provisoire. Cependant, en 2012, il reçoit l'ordre de retourner dans l'unité de détention de la Haye. L'année suivante, en 2013, il est condamné à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité. La condamnation de Praljak s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, TPIY, pour rendre justice aux victimes de la guerre de Bosnie. Créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 1993, le TPIY a pour mission de poursuivre les responsables de graves violations du droit humanitaire international. Praljak est l'un des 6 anciens dirigeants politiques et militaires croates de Bosnie à comparaître devant le tribunal, accusé d'avoir joué un rôle dans le conflit. Au fil des années, le TPIY a poursuivi son travail, mais le jugement final en appel de Praljak et de ses co-accusés se profilait à l'horizon. La tension était palpable à l'approche du jour du verdict. Praljak, qui avait toujours clamé son innocence, était sur le point de subir le jugement ultime pour ses actions pendant la guerre. C'était le 29 novembre 2027, un jour qui restera gravé dans l'histoire de la justice internationale. Slobodan Praljak, ainsi que 5 autres anciens dirigeants politiques et militaires croates de Bosnie, sont présents dans la salle d'audience de la Haye pour le jugement final en appel. L'atmosphère était tendue alors que le président du tribunal, Karmel Agius, s'apprêtait à rendre son verdict. Lorsque le juge a annoncé que la peine de 20 ans d'emprisonnement de Praljak avait été confirmée, la salle d'audience est restée silencieuse. La gravité du moment était palpable. Puis, de manière choquante et dramatique, Praljak s'est levé. D'un air de défi, il a porté la main à sa bouche, renversé la tête en arrière et semblait avaler un verre de liquide.
Le juge Agius a immédiatement suspendu la procédure et demandé une ambulance. Des secouristes ont été rapidement appelés dans le bâtiment du tribunal, transportant du matériel dans des sacs à dos. Une ambulance a été aperçue à l'extérieur du tribunal, tandis qu'un hélicoptère planait au-dessus de la scène, prêt à apporter une aide supplémentaire si nécessaire. La salle d'audience, devenue une scène de crime, était remplie d'un sentiment d'incrédulité et d'urgence. Dans un communiqué, le TPEY a indiqué que Praliak a été immédiatement assisté par le personnel médical du TPEY. Malgré leurs efforts, Praliak a été transporté dans un hôpital voisin où il est décédé. La salle d'audience, autrefois lieu de jugement, est devenue le théâtre d'une fin dramatique et tragique. Cliquez sur l'une des cartes de votre écran pour voir d'autres vidéos de ce type. Nous nous rendons tout d'abord au palais de justice du comté de Colleton, plein à craquer, pour assister au cas notoire d'Alex Murdaugh, qui se voit infliger des peines de prison à vie consécutive pour les meurtres de sa femme, Maggie Murdaugh, et de son fils, Paul Murdaugh. Alex Murdaugh fait face à une salle d'audience bondée pour la mort de sa femme, Maggie Murdaugh, et de son fils, Paul Murdaugh. Bien qu'il clame son innocence, il a été inculpé de 2 chefs d'accusation pour meurtre et de 2 chefs d'accusation pour utilisation d'une arme lors de la perpétration d'un crime violent. Alex Murdaugh. Accusation. 2 chefs d'accusation de meurtre. 2 chefs d'accusation pour utilisation d'une arme lors de la commission d'un crime violent. La saga de la famille Murdaugh a pris des tournures ahurissantes, donnant lieu à des arrestations choquantes et à un procès qui a captivé toute la nation. Au cœur de l'affaire, Alex Murdaugh, un avocat de 54 ans issu d'une longue lignée d'hommes de loi, a été reconnu coupable d'avoir assassiné sa propre femme et son fils dans le cadre de sa tentative désespérée de dissimuler ses opérations financières douteuses et son mode de vie manipulateur. Malgré les accusations du procureur et les 2 chefs d'accusation de meurtre, Murdaugh s'est présenté à la barre, restant ferme dans son récit et clamant son innocence. Il s'est personnellement adressé à la cour pendant la procédure. Le juge Clifton Newman, en prononçant la sentence d'Alex Murdaugh pour les meurtres de sa femme et de son fils, l'a réprimandé pour son absence de remords pendant le procès. Le juge a également souligné la disparité des peines pour les délits mineurs, appelant à la clémence. Alex Murdaugh s'est tenu debout, sans émotion, le visage vide et sans remords, alors qu'il était condamné à 2 peines de prison à perpétuité consécutive pour les meurtres. Alex Murdaugh. Condamnation. 2 peines de prison à perpétuité consécutive pour les meurtres. Nous nous rendons ensuite au tribunal Gordon D. Shaber du comté de Sacramento, en Californie, pour le procès de Joseph James D'Angelo, un homme surnommé le tueur du Golden State, pour sa série de crimes violents. Il s'agit de Joseph James D'Angelo, un ancien officier de police qui a servi entre 1973 et 1979 et a commis une série de crimes et de meurtres. Cet homme de 74 ans a été arrêté en 2018 et accusé de 13 meurtres, de multiples viols et de cambriolage. Joseph D'Angelo. Accusation, 13 meurtres, viols multiples, cambriolage. Tout au long des déclarations des victimes, la salle d'audience a connu des moments de profonde tristesse et de chagrin. Elizabeth Hupp, fille de Claude Snelling, dont le père a été assassiné par D'Angelo en 1975, a fait part de son expérience terrifiante. Elle a parlé des actions héroïques de son père et de la peur durable qui a hanté sa famille. Après que les membres de la famille ont eu l'occasion de s'exprimer, ce fut le tour de D'Angelo. Se levant de son fauteuil roulant et enlevant son couvre-visage, D'Angelo a exprimé ses remords à l'égard de tous ceux qui l'avaient blessé, déclarant qu'il avait écouté la déclaration de chaque victime. Ces paroles ont créé une atmosphère sombre dans la salle d'audience et certaines personnes ont été émues par ses excuses. Si les excuses de D'Angelo semblèrent peu sincères, certains pensaient qu'il méritait la peine de mort. Cependant, la peine de mort a été retirée en échange du plaidoyer de culpabilité de D'Angelo. Le procureur a rendu hommage aux victimes et à leurs familles, leur assurant que 13 anges veillaient désormais sur eux ce jour-là. Malgré l'absence de peine de mort, les familles se sont consolées en sachant que D'Angelo passerait le reste de sa vie en prison, à payer pour ses crimes odieux. Les amis et les parents des victimes ont parlé du vide laissé dans leur vie et du profond chagrin qu'ils ont ressenti. Ils espéraient que D'Angelo pourrirait en prison, payant pour l'angoisse qu'il avait causée. Cependant, lors de sa condamnation, D'Angelo est resté assis, impassible, apparemment indifférent à l'issue du procès. Leur souhait s'est réalisé lorsque Joseph James D'Angelo a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Joseph D'Angelo, peine prononcée, emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Nous nous rendons ensuite à la cour d'assises de Francfort, en Allemagne, pour le procès du cannibalisme d'Armand Meiwes, qui a secoué toute la nation. Il s'agit d'Armand Meiwes, tristement célèbre pour son crime odieux. Il a été jugé par la cour pénale allemande et accusé du meurtre et du cannibalisme de Bernd Jürgen Brandes, Armin Meiwes.
Accusation: meurtre et cannibalisme de Bernd Jürgen Brandes. La salle d'audience est restée bouche bée lorsque le juge a rendu son verdict. Armin Meiwes, le tueur cannibale allemand, a été condamné à la prison à vie, annulant ainsi sa précédente condamnation à 8 ans de prison. L'affaire avait poussé le système juridique allemand dans ses derniers retranchements, s'attaquant à la question complexe des limites du meurtre. L'équipe de défense de Meiwes s'était battue pour obtenir une peine plus clémente, plaidant pour un meurtre sur demande, qui était passible d'une peine maximale de 5 ans. Le fait que Brandes ait consenti à sa propre mise à mort et à sa consommation constituait le cœur de leur argumentation. Au cours du procès, des détails effrayants sont apparus. Brandes avait volontairement répondu à l'annonce en ligne de Meiwes, qui cherchait une victime. Le rendez-vous macabre a eu lieu au domicile de Meiwes, qui a sectionné le pénis de Brandes et l'a partagé lors de leur dernier repas. Les visages des personnes présentes dans la salle d'audience ont été choqués et révulsés par le récit de ces faits troublants. La salle d'audience est restée silencieuse lorsque des extraits de la cassette vidéo documentant l'événement macabre ont été montrés. La nature graphique des preuves a visiblement ébranlé de nombreuses personnes. L'ampleur même de ces actes a laissé un profond sentiment d'horreur et d'incrédulité dans la salle. Des psychiatres avaient témoigné, assurant la cour que malgré sa fascination profonde pour le cannibalisme depuis sa jeunesse, Meiwes était psychologiquement sain. Cette révélation a donné des frissons aux personnes présentes qui avaient du mal à comprendre l'esprit d'un homme capable de commettre des actes aussi innommables. Les procureurs, en revanche, ont fait valoir que Meiwes aurait dû être conscient de l'état perturbé de Brandes et se sont interrogés sur les raisons qui l'ont poussé à vouloir être tué de manière plus approfondie. Lorsque le marteau est tombé, Armin Meiwes, qui est resté calme tout au long de la procédure, a reçu sa sentence. Il est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Armin Meiwes, sentence, réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Nous nous rendons ensuite au tribunal du comté d'Ingham, où la juge Rosemary Aquilina condamne Larry Nassar pour de multiples abus sexuels. Il s'agit de Larry Nassar, un ancien médecin de l'USA Gymnastics et de l'Université de l'État du Michigan, qui plaide coupable et doit répondre d'abus sexuels sur des jeunes filles. Larry Nassar. Accusation: abus sexuels sur des jeunes filles. La salle d'audience est restée dans l'incrédulité et l'amusement méprisant pendant que la juge Rosemary Aquilina lisait les commentaires préparés par Larry Nassar. Dans sa lettre, Larry Nassar a défendu ses actes, affirmant que ce qu'il avait fait dans les affaires de l'État était d'ordre médical et non sexuel. Il a exprimé sa frustration quant à sa condamnation à 60 ans de prison fédérale pour possession de matériel pédopornographique, estimant qu'elle était injuste compte tenu des circonstances. La juge Aquilina a fait une lecture amère de la déclaration de M. Nassar, laissant transparaître le peu d'estime qu'elle lui porte. Elle s'est moquée de sa plainte selon laquelle il aurait été manipulé par le procureur général, ce qui a provoqué des rires amers dans la salle d'audience. Lorsque la juge a approfondi la déclaration de M. Nassar, celui-ci a affirmé que les traitements médicaux qu'il avait prodigués à des gymnastes olympiques et nationaux avaient été discutés dans le cadre de l'affaire fédérale et jugés comme étant de nature médicale. Il a accusé les médias et le FBI de chercher à attirer l'attention et à obtenir des récompenses financières. Dans sa déclaration, lue par le juge, il a déclaré « Je ne suis pas un médecin, mais un médecin ». Après avoir lu la déclaration de Nassar, le juge lui a demandé s'il souhaitait retirer son plaidoyer. Avant de lire sa lettre, Nassar s'est adressé à ses victimes, reconnaissant l'effet émotionnel important que leurs paroles ont eu sur lui et exprimant ses profonds remords. En réponse à ses excuses, Madame Aquilina a exprimé l'espoir que ses remords étaient sincères. La salle d'audience est restée chargée d'émotions, tandis que la juge prononçait une peine sévère, témoignant de son manque de pitié à l'égard de Nassar. Pendant la longue peine prononcée par la juge, Nassar est resté impitoyable, sans la moindre expression sur son visage. Cela n'a pas empêché la juge Rosemary Aquilina de lui faire passer les dernières années de sa vie en prison, en condamnant Larry Nassar à une peine de 40 à 175 ans d'emprisonnement. Larry Nassar. Peine: 40 à 175 ans de prison. Le procès pour meurtre de Mark Latunsky sera jugé par le juge Matthew Stewart au tribunal du comté de Shiawassee. Il s'agit de Mark Latunsky, 50 ans, résident du Michigan, accusé du meurtre horrible de Kevin Bacon. Il a plaidé coupable de meurtre et de mutilation de cadavres. Mark Latunsky. Accusation: meurtre, mutilation de cadavres. Les détails obsédants du meurtre de Bacon, des coups de couteau au cannibalisme, pèsent lourdement sur l'esprit des personnes présentes au tribunal. La découverte du corps nu de Bacon, suspendu au plafond, plusieurs jours après sa disparition, choque toute la salle d'audience. Les actes de violence effroyables commis par Latunsky, notamment l'égorgement et la consommation de parties du corps, suscitent des cris d'horreur, la profondeur de la dépravation de son crime étant difficile à comprendre
tandis que le chagrin de la famille imprègne la salle. La douleur de la famille imprègne la pièce, en particulier celle de Kevin. Comme si cette déclaration n'était pas assez déchirante, la sœur de Kevin, Jenny Bacon, est montée sur le podium et a prononcé son propre discours. Après les déclarations d'impact et pendant que son avocat parlait, Latunsky est resté immobile et plein de remords, même pendant qu'il était condamné. La décision du juge souligne la nature calculée du crime, affirmant que la mort de Bacon était le plan intentionnel de Latunsky. Il a ainsi condamné Mark Latunsky à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mark Latunsky. Peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Nous nous rendons ensuite au tribunal du comté de Greene, où le juge F.M. Duggar Jr. préside l'affaire et le procès de Vonda Starr Smith, âgée de 60 ans. Il s'agit de Vonda Starr Smith d'Afton, dans le Tennessee, qui a été condamnée pour son rôle dans le meurtre au premier degré d'une femme enceinte et au second degré de son enfant à naître. Vonda Starr Smith. Accusation. Meurtre au premier degré d'une femme enceinte. Meurtre au second degré de son enfant à naître. Tout au long du procès, des témoins sont venus à la barre pour se porter garant du caractère de Vonda, la décrivant comme une bonne personne. Une ancienne collègue de travail, Jessica Price, a exprimé sa tristesse quant à l'issue du procès, affirmant qu'elle nous manquerait. Malgré ces témoignages, le juge a été inébranlable dans sa condamnation, soulignant l'odieux du crime et la perte irréversible subie par la famille de la victime. L'avocat de la défense de Vonda, Gene Scott, avait plaidé pour une peine plus clémente, mettant en avant son casier judiciaire peu chargé et son emploi à long terme. Cependant, le juge était resté ferme dans sa décision, citant la vulnérabilité de la victime, à la fois en tant que femme enceinte et enfant à naître. À la fin de la procédure, Tammy Morrison, la mère éplorée de Jessie, la victime, a trouvé la force de s'adresser à la cour. Le visage baigné de larmes, elle a exprimé l'impact dévastateur de cette perte, reconnaissant qu'aucune justice ne pourrait ramener sa fille et son petit-enfant à la vie. Bien que Vonda Starr Smith ait pleuré pendant la déposition du témoin, elle est restée assise, le visage vide, pendant que le juge prononçait la sentence. La salle est devenue silencieuse lorsque le juge Duggar a prononcé la peine d'emprisonnement à perpétuité pour le meurtre au premier degré, suivi de la peine maximale de 25 ans d'emprisonnement pour le meurtre au second degré. Vonda Starr Smith. Peine prononcée. Condamnation à perpétuité pour meurtre au premier degré. 25 ans pour le meurtre au second degré. Nous nous rendons au palais de justice de Brunswick, en Géorgie, où se déroule le procès de Gregory McMichael pour le meurtre d'Ahmaud Arbery. Il s'agit de Gregory McMichael, 68 ans, qui, avec son fils Travis McMichael, est reconnu coupable de la poursuite et du meurtre d'Ahmaud Arbery. Il devait répondre de plusieurs chefs d'accusation, notamment de meurtre et de crimes de haine. Gregory McMichael. Accusation. Meurtre avec préméditation. Crime haineux. Gregory McMichael, l'un des accusés dans le procès du meurtre d'Ahmaud Arbery, est apparu stupéfait à l'énoncé du verdict de culpabilité. Au fur et à mesure que la réalité s'impose, l'expression de M. McMichael passe de l'incrédulité à un mélange de déception et de tristesse. Il était évident qu'il s'attendait à un résultat différent, estimant que lui et son fils étaient justifiés dans leurs actions. Les avocats de Gregory McMichael ont exprimé leur déception à l'égard du verdict, s'engageant à faire appel de la décision. Ils ont souligné que Gregory McMichael croyait sincèrement qu'il faisait ce qu'il fallait, suggérant qu'il s'accrochait encore à l'idée que leur poursuite d'Arbery était justifiée. Pendant le prononcé de la sentence, Gregory McMichael est resté assis, indifférent, son visage étant dépourvu de toute émotion. Malgré le verdict défavorable, les avocats de Gregory McMichael ont maintenu leur engagement envers la procédure judiciaire, respectant la décision du jury tout en explorant les possibilités d'un nouveau procès. Pour Gregory McMichael, le verdict de culpabilité a marqué un tournant important dans sa vie. Il est désormais confronté à la perspective de passer le reste de ses jours derrière les barreaux, à purger une peine d'emprisonnement à perpétuité. Gregory McMichael. Peine prononcée. Emprisonnement à vie. Nous sommes ici au tribunal du comté de Columbia où le juge Jonathan D. Nichols préside l'affaire John Acklin. Il s'agit de John Acklin, 60 ans, au tribunal du comté de Columbia où il fait face au jury pour avoir agressé sexuellement 2 enfants. John Acklin. Accusation. Agression sexuelle sur 2 enfants. La gravité des crimes commis par John Acklin a laissé tout le monde stupéfait dans le tribunal, incapable de comprendre l'étendue de ces actes odieux. Les survivants, qui s'étaient courageusement présentés pour faire face à leur agresseur, affichaient des émotions mitigées, soulagés que justice ait été rendue, mais hantés par le traumatisme qu'ils avaient subi. Lorsque le procureur a lu les chefs d'accusation, chacun d'entre eux a été ressenti comme un coup porté au cœur des personnes présentes. Le poids des preuves contre Acklin était indéniable.
ne laissant que peu de doute dans l'esprit du jury. Les survivants, le visage marqué par la douleur, ont écouté attentivement, trouvant du réconfort dans le fait que leur voix était entendue et crue. Acklin, quant à lui, n'a manifesté aucune émotion visible. Il a gardé une attitude stoïque, comme s'il était détaché de la gravité de ses actes, refusant de reconnaître les dommages irréversibles qu'il avait causés. L'avocat de la défense, John Hillman, a tenté d'atténuer la peine en plaidant la clémence. Cependant, ses plaidoiries sont restées lettre morte. Le juge, reconnaissant l'ampleur des crimes commis, a refusé de faire preuve de clémence. En fin de compte, John Acklin, reconnu coupable d'agression sexuelle sur 2 enfants par le tribunal du comté de Columbia, passera le reste de sa vie en prison et, lors du prononcé de sa peine, il est resté assis sans ménagement, la tête baissée, le regard dans le vide. Il a été condamné à une peine stupéfiante de 335 ans de prison d'État. John Acklin. Condamnation, 335 ans de prison d'État. Nous sommes de retour au tribunal de Brunswick, en Géorgie, mais cette fois pour le procès de William Bryan, l'un des coupables du meurtre d'Ahmaud Arbery. Il s'agit de William Bryan, 54 ans, actuellement jugé dans l'affaire du meurtre d'Ahmaud Arbery, avec le duo père-fils Gregory McMichael et Travis McMichael. William Bryan est accusé de meurtre, de crimes de haine et de racisme. William Bryan. Accusation, meurtre, crime de haine, racisme. Les révélations sur les insultes raciales et les commentaires désobligeants de William Bryan ont provoqué une onde de choc dans la salle d'audience. Les plaidoiries d'ouverture du procureur ont brossé un tableau inquiétant de l'état d'esprit de Bryan, alléguant qu'il nourrissait des préjugés raciaux profondément ancrés. L'utilisation d'insultes raciales pour décrire le petit ami noir de sa fille, quelques jours avant le meurtre d'Ahmaud Arbery, a renforcé l'argument de l'accusation selon lequel le crime était motivé par des considérations raciales. Au fil de la procédure judiciaire, il est apparu clairement que les actes de Bryan s'inscrivaient dans un contexte plus large de racisme. Le procureur a présenté des preuves de propos racistes tenues par les 3 accusés, y compris les déclarations de Bryan à la police immédiatement après la mort d'Arbery, dans lesquelles il exprimait sa supposition qu'Arbery était un criminel en se basant uniquement sur son instinct. L'affirmation du procureur selon laquelle Arbery aurait été en sécurité et chez lui s'il avait été blanc a résonné dans la salle d'audience. Elle a mis en évidence le contraste frappant entre un jogging paisible qui s'est transformé en une lutte pour la survie uniquement en raison de la couleur de sa peau. La nature inquiétante des remarques racistes des accusés est devenue indéniable lorsque l'accusation a lu des messages, des publications sur les médias sociaux et des textes contenant des insultes raciales, révélant un schéma inquiétant de déshumanisation. Le procès avait déjà mis à nu l'étendue des préjugés raciaux et de la haine affichés par les accusés, laissant au jury la tâche de discerner la vérité derrière les motivations de la mort tragique d'Arbery. Hélas, William Bryan, comme les 2 autres coupables, les McMichael, risque de devoir passer le reste de sa vie en prison. Lors de sa condamnation, il est resté assis, immobile et sans émotion. Il est condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans. William Bryan. Condamnation, emprisonnement à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans. Nous nous rendons ensuite à la haute cour du Cap-Occidental, où le chef du gang des 28S, George Geweld Thomas, est condamné à 7 peines de prison à vie à l'issue d'un procès qui a duré 7 ans. Il s'agit de George Geweld Thomas, 56 ans, chef du gang des 28S, qui a été inculpé de 7 chefs d'accusation de meurtre, 10 chefs d'accusation de possession illégale de munitions, 11 chefs d'accusation de possession illégale d'armes à feu, 10 chefs d'accusation d'incitation à la commission de crime, 3 chefs d'accusation de conspiration en vue de commettre un crime, de tentative de meurtre, d'appartenance à un gang criminel et de vol, et enfin, un chef d'accusation de violation de domicile dans l'intention de commettre un volume qualifié. Le chef du gang, George Geweld Thomas, et 6 autres personnes ont été condamnées à la prison à vie, tandis que 10 autres ont été condamnées à des peines allant de 12 à 25 ans. Le ministère de la Justice a souligné sa volonté d'éradiquer le gangstérisme et de mettre en œuvre des mesures de sécurité spéciales dans les établissements pénitentiaires. Lors de son témoignage, Thomas a nié avec véhémence être un chef de gang meurtrier et a affirmé ne plus être un membre actif du gang des 28. Il a soutenu qu'il n'avait pas le pouvoir d'ordonner des meurtres en prison et a insisté sur le fait qu'il n'était pas un danger pour la société. Thomas a même déclaré qu'il avait été félicité pour son bon comportement en prison. Cependant, le juge a estimé que son témoignage était improbable et a finalement rejeté ses demandes. Cependant, Thomas a gardé un comportement joyeux tout au long de son procès et a même ri pendant le prononcé de sa peine. La juge Chantelle Fortuin a reconnu Thomas coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont meurtre, racket, appartenance à une bande criminelle, conspiration, incitation, tentative de meurtre, violation de domicile, volume et possession illégale d'armes à feu et de munitions.
Il a été condamné pour les meurtres d'Angelo Classen, Glenston Martin, Yusrie Abrahams, Haywin Stridham, Cecil Barnes, Gresham Buysen et Niden Davids. Il a été condamné à 7 peines de prison à vie pour les 7 chefs d'accusation de meurtre et à 165 ans de prison pour les 46 autres chefs d'accusation. George Govel Thomas. Condamnation. 7 peines de prison à perpétuité pour les 7 chefs d'accusation de meurtre. Une peine effective de 165 ans de prison pour les 46 autres chefs d'accusation. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez nos autres superbes vidéos de procès sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.